bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue dans ce webinaire du CAREP, dans lequel nous avons le plaisir de recevoir ce soir Louis Blin, directeur du Med Directions Program à l'IUI, donc le European University Institute à Florence, et ancien consul général de France à Jeddah, qui présentera son ouvrage intitulé La Ligue islamique mondiale, un renouveau musulman, point d'interrogation. Et nous avons également avec nous ce soir Nabil El Nasri, docteur en sciences politiques et spécialiste de la région du Golfe, qui est aujourd'hui avec nous en qualité de discutant. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux et vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à venir débattre ce soir ensemble, car en effet, le sujet de ce webinaire appelle au débat. Peut-on réellement parler d'un renouveau musulman lorsque l'on s'intéresse à la Ligue islamique mondiale? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans ce webinaire de ce soir. Telle semble être la thèse que vous avez choisi de défendre dans votre ouvrage, cher Louis, puisque selon vous, les années 2010 auraient été marquées par des crises successives des frères musulmans, des salafistes et des djihadistes, traduisant une transition entre une utilisation de l'islam à des fins politiques ou identitaires, d'une part, et un renouveau musulman humaniste en cours de cristallisation, d'autre part. Cette évolution vers un islam du juste milieu en Arabie saoudite interviendrait, selon vous, ouvertement en 2016, année durant laquelle la Ligue islamique mondiale connaît une réorientation radicale. Bien sûr, cette évolution est le résultat d'une conjonction de facteurs que nous allons aborder avec vous ce soir. Avant de commencer notre débat, je rappelle à notre cher public que vous avez bien évidemment la possibilité de poser vos questions dans le Q&A que vous avez en bas de la page pour celles et ceux qui nous suivent sur Zoom, et celles et ceux qui sont avec nous sur Facebook. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et ces questions nous seront bien sûr transmises. Donc, pour commencer peut-être notre échange, Louis, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un peu plus ce qui vous a amené à écrire ce livre sur la Ligue islamique mondiale, une institution qui est finalement peu connue par le grand public? Tout d'abord, merci beaucoup au CAREP de m'offrir cette nouvelle opportunité. C'est toujours un plaisir renouvelé que d'être avec vous. Pour répondre à la question, c'est la suite de mon premier livre sur l'Arabie saoudite, sous-titré De l'or noir à la mer Rouge, que j'ai mis sur papier avec de l'or de la première partie. Donc, une grande question, c'était pourquoi et comment l'Arabie saoudite se dé-wahhabise à vitesse grand V. Et maintenant, la seconde question, bien sûr, qui coule de source, c'est par quoi cela est-il remplacé? Eh bien, la réponse, me semble-t-il, c'est la Ligue islamique mondiale, depuis 2016, qui la porte. Mais pourquoi la Ligue et pas autre chose? Parce qu'elle rend compte d'une évolution qui la dépasse, qui dépasse l'Arabie saoudite et que vous venez, chère Isabelle, de rappeler, c'est un changement de paradigme. Nous avons, depuis des années, été accablés par les problèmes de l'islam, réels ou supposés, qu'on a fini par réduire à l'islamisme, le djihadisme, le salafisme. Mais maintenant, il y a autre chose. Je crois qu'il y a un renouveau en cours dont la Ligue islamique mondiale est porteur, mais qui ne saurait se réduire à la Ligue islamique mondiale. Donc, la Ligue islamique mondiale a été créée, je le rappelle pour notre public, le 18 mai 1962. Il s'agit en effet d'une ONG paragouvernementale religieuse saoudienne. Dans votre livre, donc, vous écrivez que, je cite, « Loin d'être un bastion wahhabite, la Ligue islamique mondiale a été, dès ses débuts, un refuge frériste ». Donc, pour permettre peut-être à notre public de mieux saisir le sujet, est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur l'historique en fait de cette ligue et aussi sur une hybridation entre à la fois le wahhabisme saoudien et la doctrine des frères musulmans? Oui, même si c'est un passé révolu, on connaît mal la Ligue islamique mondiale, comme vous le disiez en introduction, mais on connaît mal l'Arabie saoudite en général. On
on a comme image plutôt une Arabie wahhabite qu'une Arabie saoudite. Eh bien, c'est fini. Il faut s'y faire. Maintenant, on est passé à autre chose. L'Arabie saoudite, en 1962, lors de la création de la Ligue islamique mondiale, avait pour principal ennemi Nasser. Et les Saoudiens ont naturellement hébergé les opposants à Nasser. Et comme il manquait de cadres, ils ont accueilli ces opposants dans la Ligue islamique mondiale. Qui étaient les opposants de Nasser? Les frères musulmans. La Ligue islamique mondiale, qui n'avait rien de frères musulmans au départ, l'est devenue, avec évidemment des incohérences entre certains frères musulmans de tendance salafiste et certains salafistes saoudiens de tendance frériste. C'est une hybridation. Elle a duré pendant très longtemps et elle a fait de la Ligue islamique mondiale le bras diplomatique du wahhabisme saoudien. Et c'est comme ça que cet organisme a été connu, y compris dans notre pays, avec un gros appui à l'ex-Union des organisations islamiques de France, c'est-à-dire le bras des frères musulmans en France, pour faire court. Maintenant, on passe à tout à fait autre chose avec une organisation qui reste non gouvernementale théoriquement, mais en fait tout à fait acteur et para-étatique saoudien, mais qui n'a plus du tout comme mission de propager quelque doctrine que ce soit, mais au contraire de favoriser la dépolitisation de l'islam. Vous venez de le dire, donc la Ligue, elle est dénuée en quelque sorte de mission d'ordre théologique ou culturel, puisqu'elle n'émet pas de fatwa, d'avis juridique religieux. Elle tend pourtant à jouer un rôle normatif religieux international lié au prestige de l'Arabie saoudite. Donc la question que je me posais, c'est de savoir par quels moyens et par quelle instance aussi peut agir la Ligue islamique mondiale. Le principe, on a toujours fait de l'influence de l'Arabie saoudite une espèce de complot wahhabiste. Mais le premier vecteur d'influence de l'Arabie saoudite, ça a toujours été tout simplement le fait que la Mecque soit en Arabie saoudite. C'est aussi simple que ça, mais pour les musulmans du monde entier, c'est ça qui compte avant tout. Ils savent même pas ce que c'est que le wahhabisme. D'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup de monde le sait. Et puis, deuxièmement, l'aide saoudienne est évidemment ce que les pauvres musulmans, puisque la plupart le sont, recherchaient en priorité. Donc, la Ligue islamique mondiale profitait du fait qu'elle est basée à la Mecque et qu'elle avait, bien sûr, les crédits de la diplomatie saoudienne. Maintenant, la Ligue islamique mondiale, en tout cas en Europe, a supprimé tout appui financier, à moins que les gouvernements relaient une demande locale, ce qui peut arriver, mais donc c'est étroitement contrôlé. Sur le plan doctrinal, elle a un impact, certes, mais l'impact sert à isoler la religion de l'utilisation politique. C'est-à-dire que il y a une influence, mais c'est certainement pas une influence d'ordre religieux. Il n'y a pas d'ouléma qui soit réputé au sein de la Ligue. Par contre, elle favorise une théologie qui soit bien sûr pacifique, dénuée donc de toute revendication violente comme ce qu'ont fait malheureusement les oulémas au cours des dernières années. Et donc, on peut dire qu'elle joue un rôle politique, mais elle n'utilise pas la religion au service pour une politique donnée. Et donc, le nom l'indique quelque part déjà, sa vocation est effectivement mondiale. Elle vise à défendre les intérêts de tous les musulmans et à régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Est-ce que cette vocation est réellement réalisable si on prend en compte justement la diversité du paysage musulman? C'est une utopie. L'important, c'est l'objectif.
La dernière apparition publique du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, c'était avant-hier à Rome, au congrès devant lequel s'est exprimé Emmanuel Macron. Donc, c'était le congrès pour la paix, bien sûr, qui était là. Évidemment, pour rassembler les bonnes volontés contre la guerre en Ukraine. Vous voyez donc, bien sûr, le secrétaire général islamique mondial a parlé donc, juste après Emmanuel Macron et le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Et donc, il avait un message politique, mais c'est un message d'un homme qui s'en tenait à la religion. Alors, les problèmes des musulmans de par le monde sont en partie religieux, mais on en a fait des problèmes religieux, alors qu'ils ne le sont pas, ils ne sont absolument pas réductibles à la religion. Ce qui est le fond de la pensée donc de Mohamed El-Harissa et des autres oulémas qui sont sur le même, dans le même style, c'est de dire aux gens, prenez-vous en main, vos problèmes ne sont pas religieux. Ça sert si vous voulez, c'est le contre-pied du fameux slogan qui était très divisant des frères musulmans, l'islam est la solution. Pour eux, c'est l'islam n'est pas la solution. Par contre, la solution doit avoir quelque chose à voir avec votre religion, puisque c'est le cœur de votre personnalité. Mais en elle seule, elle ne vous apportera pas la solution, c'est une illusion. Merci beaucoup, Louis. Et je me tourne désormais à Nabil et Nasri. Nabil, vous avez écouté Louis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment voyez-vous cette ONG paragouvernementale qui est la Ligue islamique mondiale? Alors, bonsoir et merci encore de l'invitation. Tout d'abord, par rapport au livre en guise de préambule, hein, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Pour au moins trois raisons, très rapidement. C'est qu'il y a un vrai apport sur un sujet qui est complexe et qui est aujourd'hui un peu entouré de fantasmes. La Ligue islamique mondiale, on en entend parfois parler, sans savoir vraiment de quoi elle retourne. Il n'y a pas beaucoup eu de production française sur le sujet. On connaît quelques études, notamment de Samir Amghar, mais il n'y a pas eu d'ouvrage complet sur la question, comme ça a pu être le cas avec ce que nous propose Louis Blin. Et puis, j'ai aussi aimé l'approche historique de la question, donc à la fois ses fondamentaux, ses ressorts et comment elle a au départ été agencée dans le cadre de ce que vient de dire Louis Blin, l'espèce de guerre froide arabe entre d'un côté le camp nationaliste et de l'autre le camp des monarchies conservatrices et religieuses. Donc, pour ces raisons-là, je l'ai trouvé très intéressant et apportant une vraie plus-value aujourd'hui dans un contexte où, encore une fois, on dit beaucoup de choses sans savoir exactement de quoi il retourne. Alors moi, j'avais une petite question, plutôt une volonté de vouloir, par rapport à Louis Blin, s'il pouvait préciser un certain nombre de choses sur la relation avec le pouvoir saoudien. Parce que certes, il a dit tout à l'heure, et c'est également écrit dans l'ouvrage, qu'elle n'a plus aujourd'hui vocation à vouloir porter une idéologie d'ordre évidemment dans le monde arabe et même dans l'espace de sens islamique, à partir du référentiel religieux. Elle est dénuée, si vous voulez, de vocation de remettre la religion au centre des préoccupations des opinions. Ceci étant, cette volonté de sécularisation porte également en elle une forme de doctrine. C'est-à-dire que le fait de dire qu'elle n'a plus de doctrine, finalement, pour moi, c'est un peu aller vite en besogne parce qu'elle a une doctrine aujourd'hui qui est à contre-courant de ce qu'elle était par le passé. Certes, la religion n'est plus mise en avant, mais le fait de ne plus mettre la religion en avant est en soi également un parti pris idéologique. Donc, je voulais qu'il reprécise un petit peu comment ce basculement a eu lieu et que, de mon point de vue, et c'est peut-être par là que pêche une partie, en tout cas, je pense, de l'argumentaire du livre, c'est qu'elle reste pour moi une courroie de transmission aujourd'hui du pouvoir saoudien qui a basculé avec un virage à 180 degrés, qui hier utilisait la Ligue dans une entreprise de prosélytisme et aujourd'hui l'utilise dans une volonté de blanchiment un petit peu de son image auprès des sociétés occidentales sur un registre, l'humanisme dont je reviendrai tout à l'heure, dont il sait qu'il est aujourd'hui très prégnant, en tout cas très valorisé auprès des opinions occidentales. Il est incontestable que cette Ligue islamique New Look
est utilisé par un pouvoir autoritaire. Les autres, les équivalents de Mohamed Ali Issa en Égypte ou aux Émirats Arabes Unis, de même. Mais il serait téméraire de réduire cela à une instrumentalisation. D'une part, parce que en Arabie Saoudite comme ailleurs, le prince a autant besoin des oulémas que les oulémas du prince. C'est toujours un échange. Mohammed Ben Salman a besoin, dans son combat anti-wahhabite et donc de modernisation, d'avoir des relais sociaux et bien sûr la Ligue islamique mondiale les lui prodigue en partie. C'est un pas central, mais ce n'est pas non plus accessoire. D'autre part, que ce soit la stratégie de la Ligue islamique mondiale ou bien des gouvernements autoritaires que je viens de citer, tout cela, ils ne sont pas coupés d'une société qui est en pleine mutation. Au-delà des modifications, enfin, de changer de portée politique, au-delà même de l'évolution de la religion, hein, qui bien sûr est importante, et de ceux qui utilisent la religion. Ce qui importe le plus, c'est l'évolution sociale. Et l'évolution sociale qui débouche sur ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est un renouvellement démographique qui bat en brèche le patriarcat. Le patriarcat est autoritaire, eh bien, la société est contre tout ce qui est autoritaire, y compris en religion. Et la société a des revendications séculières. C'est ce que le printemps arabe a prouvé. Eh bien, ce que Mohamed Ali Issa et ceux qui sont au-dessus de lui proposent à la société, c'est justement d'accompagner cette revendication. Alors évidemment à leur profit, mais il n'empêche qu'en Arabie Saoudite, c'est très clair, il y a un soutien phénoménal en faveur de toutes ces réformes. Pourquoi? Parce que il y a une vague anti-autoritaire. L'autoritarisme était social, socio-religieux avant d'être politique. Maintenant, il devient plus politique et c'est certainement un problème. Mais il n'empêche que ce que j'essaie de décrire au point de vue religieux est en fait l'expression d'un bouleversement social que je compare à la movida espagnole après la mort de Franco. C'est le même type de bouleversement social qui amène à rebattre toutes les cartes. Les jeux ne sont pas faits. C'est la raison pour laquelle le sous-titre de mon livre se termine par un point d'interrogation. Y a-t-il un véritable renouveau musulman? Il est trop tôt pour y répondre. Si on dit tout de suite non, c'est la meilleure façon pour qu'il ne survienne jamais. Par contre, si on lui laisse la chance et si on le prend en considération, si on prend les gens au mot, tout simplement, eh bien, peut-être que là, on aura enfin quelque chose de nouveau. Vous savez, l'humiliation musulmane, de toutes sortes depuis des décennies, a débouché sur un refoulement terrible. Les musulmans sont désespérés parce qu'on a dénaturé à la religion. L'islamisme a joué contre l'islam. Maintenant, enfin, on a abouti à... pendant des années, on a dit il y a une réislamisation depuis 1979 avec l'islamisme, bon, le hijab, etc. Mais pas du tout. À mon avis, il y a eu une désislamisation et c'est maintenant qu'il y a une réislamisation parce qu'enfin, on retourne à un islam tel qu'il a toujours été et tel que tous les gens ont toujours voulu le vivre, c'est-à-dire un islam tolérant. Alors, il y a peut-être une contradiction entre ce message tolérant et l'intolérance de ceux qui l'utilisent, mais ça, c'est le jeu de la société et laissons-lui la chance d'évoluer. Il y a quelques années, personne n'aurait parié un copec sur ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup à tous les deux
d'avoir essayé de décrypter un peu le contexte historique de la Ligue islamique mondiale. Donc, après avoir vu cela, je vous propose maintenant de nous tourner vers la question de la transformation de cette Ligue, ou son tournant œcuménique, comme vous l'appelez dans votre livre, Louis. Vous le situez, je l'ai déjà dit, dans les années 2016, dans une Arabie post-wahhabite. Donc, dans votre livre, vous écrivez plus particulièrement, je vous cite, que le bouillonnement intellectuel résultant du débat d'idées entre oulémas salafistes modernistes et intellectuels libéraux de 2009 à 2013 a contribué à la maturation ayant conduit les jeunes princes de la dynastie saoudienne à passer du réformisme progressif ayant marqué le règne de Abdallah de 2005 à 2015 au tournant moderniste radical impulsé par MBS. Donc, comment expliquez-vous ce tournant moderniste radical que MBS est en train de mettre en œuvre actuellement? Alors, le principal facteur est ce renouvellement démographique que j'ai essayé de décrire. Le second facteur, c'est tout simplement l'état désespérant, catastrophique de l'environnement. Quand on a eu tant d'illusions qui se sont brisées sur des guerres et sur un état suicidaire, eh bien, on cherche quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, les jeunes, qui soient en Arabie Saoudite ou même ailleurs, considèrent que ils ont enfin leur mot à dire. Est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits? Pas du tout. L'État saoudien est en voie de déwahhabisation accélérée. Et il suffit d'aller en Arabie Saoudite pour voir, enfin, vraiment ceux qui ont vu avant et après n'en croient pas leurs yeux. Par contre, la société saoudienne, elle est encore très wahhabite, trop au goût de la plupart. Et là, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Il faut du temps. C'est pas en quelques années qu'un phénomène qui est un phénomène anthropologique peut être considéré comme achevé. Donc là, c'est tout ce que j'essaie de décrire, c'est un phénomène de transition. Hein, peut-être que la transition va mal tourner. C'est malheureusement le sort du monde arabe des indépendances. Mais peut-être aussi il faut avoir confiance dans la jeunesse, même si c'est même si elle n'est pas elle-même politisée et n'a pas forcément compris quel jeu elle est en train de jouer. Je crois qu'il y a une dynamique qui permet d'être enfin optimiste. C'est le message que je voulais passer. Un peu d'optimisme, un peu de lumière au bout du tunnel. Très bien. Donc, ce tournant radical de la politique de MBS dont vous venez parler, il s'est également donc traduit par une réorientation justement de la Ligue islamique mondiale, donc à partir de 2016. MBS a voulu, et là aussi je vous cite, ériger la Ligue islamique mondiale en fer de lance de son projet de sécularisation. Pour mener cette réorientation, MBS a choisi le cheikh Mohammed Ben Abdelkarim Al-Issa pour mener justement cette transformation. Et dans votre livre, vous présentez ce cheikh comme un éclairé du renouveau musulman. Donc, j'aurais deux questions pour vous ici. La première, c'est est-ce que vous pourriez expliquer en quoi exactement consiste ce projet de sécularisation de MBS? Et la deuxième question, c'est qui est ce cheikh Mohammed Al-Issa qui occupe actuellement le poste de secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et qu'on voit un peu partout dès lors qu'on cherche ou on fait les recherches sur la Ligue islamique. C'est un cheikh éclairé, mais qui n'a pas toujours été. Et il est issu de l'establishment le plus réactionnaire qu'on puisse imaginer. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est là, parce que justement, il vaut mieux prendre quelqu'un comme ça pour miner l'édifice de l'intérieur. Mais est-ce qu'il restera toujours éclairé? Alors ça, je ne sais pas. Et beaucoup de gens ont peur, parce que il y a des tas de choses
peuvent se produire. Vous savez, j'étais la semaine dernière en Arabie Saoudite et quelqu'un me disait là, toutes les fourmis sont rentrées sous terre, heureusement, on respire. Mais est-ce qu'elles vont ressortir un jour? Là, je ne souhaite pas vous dire non plus. En tout cas, ce qui se passe, c'est grâce à la sécularisation en cours, eh bien, on arrive à des étapes qu'on n'imagine pas pouvoir. On n'imagine pas de rétropédalage possible parce que il y a un impératif économique en Arabie Saoudite qui est l'adaptation de la religion à l'économie, alors qu'avant c'était l'inverse. C'était impossible. L'équation était absolument, ils allaient dans le mur. Donc maintenant, comme c'est le tout économique, que ce soit en Arabie Saoudite ou aux Émirats, eh bien, on peut penser que cette sécularisation qui répond aussi qui répond à un impératif social que j'ai décrit, mais aussi à un impératif économique mis en avant par les autorités, eh bien, elle permettra de continuer de l'avant. Et concrètement, pour la Ligue islamique mondiale, il s'agissait autrefois d'un organisme de contrôle et d'exclusion de l'autre. Maintenant, au contraire, c'est un organisme d'ouverture. C'est-à-dire que l'agenda du Cheikh El Issa, c'est d'aller voir tous les leaders religieux du monde, quelle que soit leur religion, y compris hors religion du livre, ce qui est phénoménal. Elles sont dans ces réunions, les grands-messes qu'il organise, qui invitent-il? Eh bien, toutes les sectes musulmanes. Là aussi, ça paraît incroyable. Enfin, on renoue ici avec la Nahda musulmane, qui était donc contre la division des sunnites en 4 écoles juridiques, contre, etc. Bon, enfin, on est loin du compte parce qu'il y a du pain sur la planche. Mais il me semble que les choses sont prises par le bon bout parce que, enfin, jusqu'à présent, tous ceux qui avaient cet agenda intellectuel, c'était des opposants. Maintenant, ils ont l'appui, au contraire, alors évidemment, c'est à double tranchant, mais enfin, avoir un appui en haut lieu, ça facilite les choses, hein, bien sûr. Louis, je voulais revenir peut-être à une question qui me taraude, mais vous en avez déjà parlé un tout petit peu dans votre explication en ce qui concerne le qualificatif post-wahhabite. Vous avez aussi choisi pour introduire l'Arabie dans le 3e chapitre de votre ouvrage. En quoi peut-on affirmer qu'il existe une dé-wahhabisation en Arabie saoudite alors même que le wahhabisme constitue le fondement ou le socle de cet État? Oui, alors l'Arabie n'a pas toujours été wahhabite, d'une part, et tous les Saoudiens ne sont pas wahhabites. Il y a presque 10% de chiites, et puis toute la partie la plus peuplée d'Arabie saoudite, traditionnellement, c'est-à-dire l'Ouest, était même anti-wahhabite, en gros. Vous savez, si vous allez à la Mecque, avec pas beaucoup de wahhabites. Bon, donc, ça fait, c'est un retour aux sources un petit peu. Hein, c'est ce que dit Mohammed Ben Salman. De toute façon, les Saoudiens, ça facilite la chose, considèrent qu'ils ne sont pas wahhabites. Hein, après ça, c'est une lubie occidentale. Donc, dans ces conditions, c'est plus facile de déwahhabiser. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, déwahhabiser? Ça veut dire changer les gens. Parce que le problème, c'est que comme les gouvernements traditionnels de l'Arabie saoudite étaient très faibles, ils avaient besoin de l'émir wahhabite pour gérer les sociétés. Maintenant, au contraire, ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils se sentent assez forts pour avoir une cohésion nationale, c'est-à-dire une vraie société. Avant, chercher la société saoudienne, c'était difficile à trouver. Il y en avait plusieurs un peu partout. Maintenant, il y a la cristallisation d'une société qui se fait donc contre le wahhabisme, parce que le wahhabisme était contre la formation d'une société nationale par son internationalisme, comme tous les salafistes, et parce que, en fait,
le wahhabisme était l'expression d'une idéologie patriarcale néo-tribale. C'était la sanctification d'un patriarcat d'origine bédouin et qui, en fait, ne pouvait pas faire l'unanimité dans une société moderne telle que la société saoudienne est devenue. Merci beaucoup, Louis. Je me tourne vers Nabil. Nabil, comment voyez-vous cette évolution en Arabie et plus particulièrement l'évolution de la Ligue islamique mondiale? Quel est votre regard aussi sur Mohamed Al-Issa, qui ne fait pas l'unanimité chez les musulmans? Certains l'accusent effectivement d'être le ministre de l'occidentalisation de MBS. Alors moi, j'ai un regard un tout petit peu décalé parce que en fait, je me pose la question de la pertinence, voire même de la crédibilité, entre guillemets, de ce tournant humaniste. Parce que, pour reprendre l'expression de M. Blin, cet humanisme, cet œcuménisme a été jusqu'à inviter des religions hors religion du livre. C'est à peine croyable il y a encore quelques années. Et c'est vrai que là, il a raison, c'est un changement absolument radical avec ces dernières années. Mais en fait, si vraiment il y avait eu une espèce de pluralisme à la fois affiché, revendiqué, assumé, dont on pourrait croire qu'il est vraiment crédible de l'intérieur, j'ai envie de dire, il aurait été aussi bien d'aller à l'intérieur aussi du champ religieux saoudien. C'est-à-dire que, pour bien me faire comprendre, un certain nombre d'oulémas qui, il y a quelques années, même depuis une vingtaine, trentaine d'années, prenez par exemple quelqu'un comme Salman al-Aouda, qui a aussi beaucoup évolué entre les années 90 et aujourd'hui, un certain nombre de postures considérées comme humanistes, à juste titre, par M. Blanc, en tout cas de positions qui sont libérales, ne serait-ce que par rapport à la femme, le droit de conduire, etc. Vous avez un certain nombre de religieux issus de l'hybridation frères musulmans ou wahhabisation issus de la Sahwa, parce qu'il y a évidemment énormément de courants à l'intérieur qui prenaient ce genre d'ouverture sociétale qui était à contre-courant, on va dire, de l'ordre moral ultra-conservateur décidé par le clergé sunnite, pour reprendre l'expression de Nabil Mouline. Donc pourquoi cet écuménisme n'a pas été également à l'intérieur du champ religieux saoudien, et comment la Ligue islamique mondiale, c'est pour ça que pour moi ça ne reste qu'un relais des options politiques décidées par la cour royale, dans le sens où ceux-là même qui étaient il y a encore quelques années ces porte-paroles, ces oulémas les plus éminents et qui portaient ces discours de liberté, sont aujourd'hui sous le cachot, sont aujourd'hui enfermés par le tournant ultra répressif décidé par le régime de MBS. Donc pour moi, on est dans un écuménisme un petit peu de façade, un écuménisme essentiellement destiné à plaire à un certain nombre d'opinions et d'élites, particulièrement en Occident, et qui, de mon point de vue, in fine, n'est pas très opérant au sein de la société saoudienne, parce que ceux qui sont, en tout cas une partie de ceux qui sont légitimes, qui sont issus du terroir, qui ont depuis des années, voire des décennies, pris un certain nombre de postures, on va dire, libérales, se sont trouvés du jour au lendemain criminalisés, alors même que leurs idées d'hier qui étaient mal vues sont aujourd'hui promues en haut lieu. Donc on a une forme j'ai envie de dire, de contradiction un petit peu à l'intérieur de la Ligue islamique, de porter des idées qui hier étaient validées par certains d'entre eux et qui du jour au lendemain, ceux-là même hier qui étaient les porte-voix de la Ligue islamique mondiale, prenez un exemple encore une fois très récent, Abdallah Basfar, qui a fait partie d'un certain nombre de concours, par exemple de récitation du Coran, qui était l'une des personnes qui, à la Mecque, récitait le Coran et qui était reconnue pour ses lectures coraniques, et qui était l'une des figures les plus éminentes, à un moment donné, de la Ligue islamique, en tout cas qui a participé à pas mal d'activités, a pris plusieurs années de prison uniquement pour avoir célébré une prière en Turquie. Donc, pour moi, l'écuménisme, il est à sens unique, et donc, il est tout simplement entouré de grosses points d'interrogation, ce qui me fait dire que autant la société saoudienne se déwahhabise, mais il faudrait aussi peut-être dessaoudiser la Ligue islamique mondiale qui reste beaucoup trop un giron sous l'influence de l'autorité de Riyad, si vraiment elle a cette volonté de porter un discours émancipateur, un discours de progrès à destination de l'espace de sens islamique. Pourquoi elle est encore beaucoup trop liée, dépendante, ce qui fait sa plus grande faiblesse. Oui, il y a de nombreuses faiblesses dans cette Ligue islamique mondiale que j'ai fréquentée donc, ces dernières années pour le livre.
celle que vous citez, mais il n'y a que des Saoudiens, c'est tout à fait anormal. Et j'en citerai une autre, c'est qu'il n'y a que des hommes là-dedans. C'est fini ça. En Arabie Saoudite, maintenant, il y a des femmes qui accèdent à toutes les responsabilités. Mais pourquoi pas au sein de la Ligue? Il serait enfin temps de voir quelques responsables féminines. Et il y aura beaucoup de choses encore à dire. Euh, mais la Ligue islamique mondiale est un épiphénomène. Et ce qui intéresse davantage l'analyste que je suis, c'est tout ce qui est autour. Hein. C'est donc plus le sous-titre du livre qui m'intéresse que le livre. Le renouveau musulman plus que la Ligue islamique mondiale. La Ligue islamique mondiale peut en être un vecteur. Alors, à votre avis, au contraire, cher Nabil, c'est un vecteur de blocage. Pourquoi? Parce que elle bloque toute expression qui, en Arabie Saoudite, n'est pas la sienne. Exemple, le Cheikh Basfar, qui est un éminent moujawid, qui est remarquable, bien sûr, et qui est tout à fait pacifique. Mais il n'empêche que tous ceux qui, de près ou de loin, ont touché à l'islam politique sont considérés comme dangereux par des dirigeants qui savent à quel point il est délicat de toucher à la religion dans le monde actuel, et en particulier en Arabie Saoudite. Et donc, ils veulent absolument tout contrôler. Et c'est un paradoxe. Ah oui, ben, d'ailleurs, ce que j'aurais voulu aussi dire, qui est vraiment tout à fait anormal, c'est que l'ouverture, donc incontestable, manifestée par les réunions œcuméniques de la Ligue islamique mondiale et les discours de son secrétaire général, contredisent tout à fait un développement autoritaire qui est dans le Hijaz, donc la partie occidentale de l'Arabie Saoudite, a interdit la réunion qui était autrefois tolérée, malgré tout, des confréries. Le soufisme, c'est bien sûr une valeur historique de l'islam que le Cheikh Harissa respecte et que beaucoup d'autres oulémas de la même enfin, qui partagent plus ou moins son avis respectent, mais pour le moment, les réunions soufis sont interdites parce qu'on a peur que ça déraille. En Arabie Saoudite, en fait, il y a bien sûr un autoritarisme de transition hein, qui est regrettable et qu'on espère évidemment s'atténuer, alors que beaucoup craignent au contraire qu'il s'accentue. Et cela correspond à un bouleversement tel qu'on ne peut pas faire comme si tout était déjà, que tous les jeux étaient faits. Je pense que cette transition, elle dure depuis 2016, c'est extrêmement récent. Quand on était au Moyen-Âge avant, en gros, c'est ce que disaient la plupart des gens sur l'Arabie Saoudite. Bon, en 10 ans, en 6 ans, vous voyez le chemin parcouru. Alors, il y a de nombreuses erreurs comme toute expérience. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour observer, essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'entendre ce que les gens disent. Les Saoudiens, un, ne sont pas plus bigots que les autres, et deux, sont aussi bien informés que les autres. Donc, ils sont eux-mêmes sceptiques, mais ils savent au quotidien ce que ce que ça leur a apporté. Et donc, c'est maintenant un édifice qui chaque jour est modifié. Donc, les partisans du renouveau musulman
qu'ils soient en Arabie Saoudite ou ailleurs, sont à la tâche. C'est ce que mon préfacier excellent Farhad Khosrokovar a essayé d'expliquer. Il y a des épigones de ce que je viens de décrire. Chez les chiites, il y en a du Maroc aux Émirats, il y en a en Indonésie surtout, plus grand pays musulman du monde, avec un pays avec, où il y a la plus grande ONG musulmane, Nahdlatul Ulama, qui vient de signer un accord de coopération avec le Cheikh El Issa. Donc, il y a un ensemble, il faut pas passer à côté. On a en Occident les yeux rivés encore sur le djihadisme islamiste, etc. Tout cela, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, après avoir abordé les transformations de la Ligue islamique mondiale, je vous propose donc de découvrir dans notre troisième partie le lien qu'entretient la Ligue islamique avec le pouvoir saoudien, même si on en a déjà parlé un peu dans les réponses des uns et des autres. Donc, la question qu'on se pose, c'est que la Ligue islamique est-elle réellement au service du pouvoir saoudien? On va essayer d'y répondre donc dans cette troisième partie, puisqu'en effet, pour de nombreux spécialistes, la Ligue islamique mondiale reste un instrument aux mains du pouvoir politique saoudien. Sur le plan national, il sert de discréditer les opposants au régime politique, alors qu'à l'international, la Ligue islamique mondiale deviendrait un instrument de diffusion de l'islam wahhabite. Peut-on dire qu'à travers la Ligue islamique mondiale, les responsables politiques saoudiens cherchent à se doter d'une légitimité leur permettant de museler les opposants politiques et notamment les partisans des frères musulmans? Quelle est votre lecture de cela, Louis? C'est incontestable, tout ce que vous dites est juste, mais est-ce que cela se réduit à cela? À mon avis, non. Il y a, comme partout, une stratégie, comme partout dans le monde musulman, une stratégie du gouvernement consistant à légitimer sa politique par des organismes divers. Bon, il n'y a qu'à voir El-Azhar en Égypte, par exemple. Mais il n'y arrive pas forcément. El-Azhar est un trublion en Égypte. La Ligue islamique mondiale, pour le moment, est au taquet, mais on ne peut pas préjuger de l'avenir. D'autre part, la société étant en évolution très rapide, on ne peut pas savoir ce qui ressortira de tout cela. La Ligue islamique mondiale se renouvelle sans aucun doute, mais en fait, elle joue son existence actuellement. Auparavant, elle était très populaire dans le monde musulman parce qu'elle distribuait des aides. Maintenant, au contraire, elle essaye de prêcher la bonne parole, mais il n'est pas du tout sûr que la majorité des gens voient ça d'un bon oeil. Donc, on verra. Hein. L'Arabie saoudite a eu une influence très importante dans le monde entier à cause donc de ses largesses. Hein. C'est de loin le premier pays prodigueur d'aide dans les 50 dernières années, en pourcentage du PIB, hein, bien avant tous les pays occidentaux. Maintenant, au contraire, ils sont en train de tout garder pour eux, enfin plus ou moins quoi. Est-ce que l'influence saoudienne va survivre à cela? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. On a une idée statique de ce pays qui est un pays figé dans le passé. Ben non, pas du tout. C'est un pays en plein renouvellement. Et c'est un pays qui compte maintenant pour nous également, donc pour l'islam de France, puisque maintenant la majorité des musulmans de France sont français. Donc, évidemment, ils vont observer ce qui se passe à la Mecque et notamment à la Ligue islamique mondiale avec un œil français. Et c'est un réel défi
pour cet organisme qui est totalement saoudien, eh bien, il va falloir qu'ils évoluent. Et c'est pour eux une tâche extrêmement compliquée parce qu'ils n'ont pas du tout l'expérience enfin, d'un islam, disons auquel nous, maintenant, on est habitués. Donc, on a besoin l'un de l'autre parce que on a besoin pour être musulman français d'avoir tout de même des références, avec donc des références qui soient enfin plus ouvertes que ce à quoi l'Arabie saoudite nous a traditionnellement habitués. Et puis, pour l'Arabie saoudite, on a besoin de voir qu'il y a un islam dynamique et autocéphale, en gros, quoi, qui se développe en France ou ailleurs. On a quand même un peu l'impression que ce qui se joue, c'est un peu le deux poids, deux mesures, puisque ce tournant œcuménique dont vous parlez, on le voit pas forcément lorsqu'on regarde un peu ce qui se dit aussi sur les chaînes de télévision en Arabie Saoudite, dont certains continuent à promouvoir des discours haineux contre les minorités chrétiennes, juifs et autres. Donc, est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler dans ce cas d'une stratégie plutôt de branding national plutôt qu'une véritable politique qui serait en faveur d'un humanisme musulman? D'autant plus que ce humanisme musulman, personnellement, j'ai un peu de mal à le voir, notamment si on se souvient de ce qui s'est passé avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Donc, on se demande où il est, en fait, ce humanisme, notamment venant du pouvoir saoudien plus particulièrement. Oui, ça, je n'irais pas jusqu'à qualifier le pouvoir saoudien d'humaniste. Mais je pense que là, on parle de la Ligue qui, évidemment, n'est pas au pouvoir. Cette Ligue, évidemment, elle soutient le pouvoir. Donc, il y a tout une problématique aussi bien chez le Cheikh Al-Issa que chez le Cheikh Ben Baïa aux Émirats et d'autres qui considèrent que la démocratisation est prématurée dans des pays où la société n'est pas encore cristallisée. Parce que dans ces cas-là, ça serait brûler les étapes et ça risquerait de se retourner contre la société. C'est que l'Irak, où les gens ont profité en gros d'une démocratisation bancale pour se battre allègrement depuis des années. Voilà, bon, donc ça, c'est toute une problématique qui est très, très compliquée. Elle se greffe sur des sociétés qui sont pas du tout habituées à la tolérance et l'ouverture. Il faut voir ce que c'était que les programmes d'éducation en Arabie Saoudite jusqu'à très récemment. Évidemment, c'était l'anathème qui gouvernait le cursus religieux. Maintenant, vous allez voir les écoles, que ce soit en élémentaire ou en secondaire, vous avez des matières qui s'appellent la philosophie occidentale, l'esprit critique, l'histoire de l'islam, alors que les gens n'ont jamais appris que l'islam avait une histoire. L'islam, c'était un dogme, c'était du sacré. Non, maintenant, on passe de l'histoire, on passe à l'histoire réelle, on délaisse la légende. Et bien tout cela, ça prend évidemment beaucoup de temps et surtout, ça prend beaucoup de gens. Le problème, c'est moins le manuel que le professeur. C'est moins la loi que le juge. Tout cela, il faut du temps pour... et les gens et les mentalités sont tellement habitués à être réprimés qu'on finit par s'auto-réprimer. Tout ça, ça demande vraiment une nouvelle anthropologie. Merci beaucoup, Louis. Je me tourne à nouveau vers Nabil. Nabil, vous avez entendu les réponses de Louis par rapport au lien en fait qu'entretient le pouvoir saoudien avec la Ligue islamique mondiale. Comment voyez-vous cela, Nabil? Alors,
pour le coup, je rejoins très honnêtement là globalement Louis Blin, mais du coup, par rapport à son livre et par rapport même à son intervention, j'aimerais lui poser trois petites questions pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, Isabelle, par rapport à M. Alaïssa. C'est que aujourd'hui, M. Blin, quelles sont réellement dans le quotidien, dans la pratique, les actions, les activités développées par la Ligue au sein du monde arabe et du monde musulman? Historiquement, on savait qu'il y avait beaucoup de bourses qui avaient été distribuées ces dernières années, notamment en Afrique, mais également chez une partie de la jeunesse musulmane, particulièrement issue des banlieues. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours autant de financement d'associations, de structures caritatives, d'associations en tout genre? Donc, par quelles activités se cristallise aujourd'hui l'action de la Ligue islamique mondiale, ou est-ce qu'elle est uniquement concentrée autour de la volonté de mettre sur orbite médiatique, surtout son président, M. El Issa? Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a réellement de l'ouverture au sein de cette ligue vers d'autres tendances, mais tendances, on va dire, non pas là pour le coup tendance idéologique, mais tendance géographique? Est-ce qu'il y a plus, on va dire, des responsables issus de l'islam africain, de l'islam turc, de l'islam asiatique? Vous avez parlé de l'Indonésie. Est-ce qu'on a dans cette volonté écuménique une intégration de ressources, de personnel qui pourraient apporter leur point de vue, leur ancrage historique différent, leur vision et leur angle d'approche différente de l'islam, qui permettra à la Ligue islamique mondiale d'avoir une véritable propension à représenter l'islam dans son ensemble, notamment dans sa variété nationale. Et puis la troisième question, vous avez mis en évidence tout à l'heure que l'élément central qui, pour vous, explique le changement de paradigme de la Ligue islamique mondiale et d'une manière générale de la voie officielle saoudienne au niveau religieux, c'est le changement générationnel. Est-ce qu'il y a un véritable changement générationnel au sein de la Ligue islamique mondiale? Parce que son président, qui aujourd'hui est un peu la vitrine médiatique de la Ligue, il appartient quand même à une génération qui n'est pas celle de 80% de la population saoudienne et des trois quarts de la population du monde arabe et du monde musulman. Donc on a une réelle génération, en tout cas un renouvellement des générations, des pratiques, des activités, voire même du personnel, ou est-ce que c'est quand même une espèce de structure qui reste figée, un petit peu un dinosaure, entre guillemets, avec son immobilisme légendaire, et puis une espèce de, comme vous le disiez Isabelle, une espèce de vitrine qu'on essaye de blanchir à destination d'un certain nombre de sociétés, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Trois questions tout à fait pertinentes et qui sont même inquiétantes quand on voit effectivement comment ça marche. Mais il faut comprendre pourquoi il est difficile de faire évoluer une organisation même multinationale qui est présente dans des dizaines et des dizaines de pays. On ne peut pas mettre tous les gens à la porte tout simplement parce qu'ils n'ont rien compris à l'évolution post-wahhabite. La plupart des gens qui sont là, comme je l'ai dit au début, ont une formation ou bien frériste, ou bien, donc, bien sûr, salafiste traditionnelle, l'université de Médine, ou bien de Rassaoud, de l'imam, pardon. Et c'est des gens que, malheureusement, on peut difficilement faire évoluer à 90, à 180 degrés même en quelques années. Ce qui explique pourquoi, d'une part, les activités de la LIM ont beaucoup baissé dans le monde entier, et notamment donc les largesses de la LIM maintenant c'est terminé, sauf exception donc très contrôlée, parce que d'une manière générale, les nouvelles autorités saoudiennes, c'est-à-dire Mohammed Ben Salman, maintenant a interdit ou a contrôlé de manière étroite toute activité caritative, ce qui était pourtant une des caractéristiques de la société saoudienne. Donc maintenant, il y a une centralisation totale de tout ce qui est aide à l'étranger, y compris donc au détriment de la LIM,
Il s'agit maintenant d'une vision rationnelle, un peu comme donc le ministère de la coopération hein, dans les pays occidentaux. Voilà. D'autre part, la LIM avait un personnel multinational très divers et la LIM est un organisme trilingue, hein, arabe, anglais, français. Donc, il y avait une vraie diversité. Mais maintenant, dans la pyramide de la LIM, en haut, il n'y a que quelques Saoudiens parce que ils n'ont pas confiance justement dans toute cette diversité parce qu'il faut du temps, il faudrait mettre en place un espèce de recyclage, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Et du coup, il y a, d'après ce que j'ai vu, il y a assez peu de nouvelles générations. Il y en a hein, quelques-uns. Par exemple, l'adjoint du Cher est un diplômé des États-Unis, comme ce qu'on voit partout dans tous les ministères maintenant en Arabie Saoudite. Mais là aussi, il faut du temps. Donc, encore une fois, donc, la Ligue islamique mondiale, elle a encore beaucoup de défauts. Elle a tout de même l'avantage d'exister. S'il n'y avait pas eu la Ligue, on aurait du mal à se rendre compte à quel point donc le message religieux de l'Arabie saoudite, qui était tellement critiqué à juste titre, a changé. Donc, il est important qu'elle a cette ligue actuellement un rôle historique, mais il ne faut pas lui demander plus que ce qu'elle peut donner, je crois. C'est un ensemble. Maintenant, c'est à l'ensemble des Saoudiens de prendre en main donc l'avenir de leur religion et donc leur ouverture et à prendre. Ça prendra aussi beaucoup de temps parce qu'il n'y a rien de plus délicat que la religion dans enfin, dans l'Arabie saoudite ou même dans les autres pays d'ailleurs. On le sait bien, la religion est encore utilisée pour égorger son voisin un peu partout. Donc, on ne peut pas jouer avec le feu non plus. Et il faut du temps et il faut, je crois, donner de la confiance. Il faut essayer de prendre les gens au mot. C'est tout de même extraordinaire ce qu'on entend de la part du Cheikh El Rissa. C'est ce à quoi il s'engage par écrit. C'est vraiment, on en est, vous savez, la charte de la Mecque, qui est un petit peu le Vademecum du Cheikh El Rissa est basé sur la charte de Médine. C'est un texte admirable, le premier texte de l'islam, bien avant le Coran, qui était en fait une constitution des nouveaux arrivés donc à Médine après l'Hégire et qui permet de régler donc une coexistence pacifique avec les Juifs. Ça, c'est tout de même quelque chose. Enfin, c'est une mine anti-salafiste parce que c'est intérieur au Coran et c'est contre le salafisme. Donc, c'est même vraiment des choses qui décoiffent. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, nous avons vu que la Ligue islamique a donc aussi fait l'objet d'appropriation par le pouvoir saoudien. Dans cette dernière partie de notre échange, je vous propose de découvrir maintenant le volet international de la Ligue islamique, qui est effectivement présente dans de nombreux pays, dont la France. Où elle s'est appuyée sur l'Union des organisations islamiques de France, maintenant appelée Musulmans de France depuis 2017, pour établir son réseau. Et c'est sous la présidence de Jacques Chirac que la Ligue islamique mondiale a même négocié avec Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, un statut d'observateur dans le processus d'institutionnalisation de l'islam de France. Il existe donc, semble-t-il, un lien étroit entre la Ligue et la question de la gestion de l'islam en France. J'aimerais beaucoup que vous reveniez là-dessus, Louis. Et cette question s'articule peut-être aussi avec une deuxième que j'avais pour vous, puisque la Ligue islamique mondiale a ouvertement soutenu en octobre 2020 le discours d'Emmanuel Macron au Muro sur la lutte contre les séparatismes, alors que la majorité
des pays musulmans l'a ouvertement condamné. Donc la question qu'on peut se poser, c'est doit-on vraiment voir dans ce soutien de la Ligue au gouvernement français le signe d'un renouveau musulman, ou est-ce qu'il ne s'agit pas ici plutôt d'une convergence des luttes, notamment contre l'islam politique? La Ligue islamique mondiale était un soutien de musulmans de tendance frériste jusqu'à cette nouvelle conjoncture. Actuellement, elle a laissé tomber ses accointances pour devenir un organisme paradiplomatique. Elle a même perdu les liens qu'elle avait avec les classes populaires françaises, ce qui est dommage, mais enfin qui est compréhensible. Donc l'objectif du Cheikh El Issa, qui est très francophile et qui va le plus souvent possible d'ailleurs en France, c'est d'appuyer la normalisation de l'islam en France. Et il considère que pour cela, il faut que les pouvoirs publics français aient un appui éclairé. Et il leur fait confiance, peut-être sans mesurer l'étendue de la tâche et la complexité. Le fait qu'il soit intervenu avant-hier à Rome à la même tribune que le président Macron le montre bien. Alors, les musulmans de France qui ont leurs problèmes avec leurs autorités en sont souvent très critiques, mais ils comprennent que l'Arabie saoudite ayant une telle mauvaise image auprès de la plupart des Occidentaux et des Français en particulier, eh bien, elle cherche à s'en débarrasser et donc à jouer le jeu de ceux qui considèrent que la partie actuelle à jouer, c'est l'introduction d'une vraie laïcité. Hein. Le Cheikh El Issa est un partisan de la laïcité. Aussi curieux que ça puisse paraître, eh bien, la laïcité, c'est l'intégration d'un islam antipolitique. Hein, pour le Cheikh El Issa, qui est bien sûr saoudo-centré, qui n'a jamais vécu en Europe, en France, il considère que c'est là le problème. Il faudra bien sûr entrer dans les détails pour comprendre exactement quel rôle il peut jouer. C'est très marginal. En fait, l'Arabie saoudite n'a jamais vraiment joué de rôle important dans l'islam de France, hein, contrairement au Maroc, à la Turquie ou à d'autres pays, ou à l'Algérie, bien sûr. Donc, c'est une stratégie d'appui à la normalisation de l'islam en Europe et en France en particulier. Il y a aussi la question, Louis, des financements étrangers qui revient régulièrement sur le devant de la scène politique française dans le débat sur l'islam de France. Comment la Ligue islamique mondiale se positionne-t-elle par rapport à cela? Est-ce qu'elle finance des projets associatifs ou des constructions de mosquées en France? Elle a beaucoup financé. Maintenant, elle continue à financer à la condition que les organismes demandeurs le fassent sous le couvert du ministère de l'Intérieur. Et vous dites aussi qu'en 2011, je trouve ce passage particulièrement intéressant dans votre ouvrage, notamment avec les printemps arabes, que la Ligue islamique mondiale aurait subi une baisse de considération de la part des gouvernements occidentaux. Ces derniers, comme vous écrivez, et je vous cite ici, auraient commis un contresens sur les ressorts idéologiques du printemps arabe et auraient donc commencé à considérer les frères musulmans comme des islamistes fréquentables. Fin de citation. Pouvez-vous développer peut-être ce point pour nos auditeurs? Oui, alors là, ça demanderait une conférence, enfin, en 3 mots. Disons qu'on était à la recherche de démocrates dans le monde arabe parce qu'on n'en trouvait pas. Enfin, et donc, après le printemps arabe, on s'est dit, voilà, enfin, ils ont fait une révolution, donc il y a certainement des démocrates quelque part. Un manque de bol, les révolutionnaires en question, c'était pas du tout des politiques. Et donc, ils n'ont pas répondu présent. On a trouvé des frères musulmans qui, eux, étaient prêts à jouer le jeu démocratique. Mais il n'empêche que c'était à ce moment-là que les sociétés ont voulu se débarrasser des frères musulmans.
prochainement. Donc, ils n'ont pas duré longtemps, l'expérience islamiste en Égypte, après les déboires qu'il y a eu dans d'autres pays comme le Soudan, à la tournée court, c'est bien qu'on se retrouve en pénurie d'interlocuteurs démocrates. Mais non, pas du tout. En fait, les démocrates, il y en a partout. Et c'est pas forcément les démocrates qu'il faut chercher. Il faut chercher des gens qui sont là pour essayer d'apporter des réponses qui soient pas forcément islamiques à des problèmes qui ne le sont pas. Et donc, ensuite, bon, s'ils sont démocrates, tant mieux, mais il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Tout simplement, les sociétés, même si ça ne nous plaît pas, l'Arabie Saoudite n'est pas un pays démocratique et les Saoudiens, qui sont des gens tout à fait conscients de leurs problèmes, ils cherchent la justice avant la démocratie. C'est la plupart des Arabes actuellement qui sont dans cet état d'esprit. Bon, ça viendra peut-être, mais bon, la démocratie, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Je me permets de vous poser une dernière question, Louis, puis on écoutera la réaction de Nabil et puis on se tournera vers des questions du public s'il y en a. Puisqu'il me semble quand même important de remettre peut-être cette réorientation de la Ligue islamique mondiale aussi dans le contexte historique plus large. Donc, on vous a écouté, on a entendu ce que vous avez dit, surtout sur la promotion de la Ligue islamique d'une wasatiyya, donc d'un juste milieu, peut-être même d'un dialogue interreligieux ou interculturel. Donc cette promotion du dialogue interreligieux, interculturel, il a quand même le vent en poupe, on peut dire ça, je crois, depuis 2001, ce qui correspond aussi à l'irruption du facteur religieux sur la scène internationale, notamment à partir des événements du 11 septembre. On a vu des financements de bailleurs internationaux en faveur de projets qui allaient promouvoir justement ce dialogue interreligieux. Tout comme d'ailleurs des initiatives prenant le pluralisme culturel et religieux. Ce sont des sujets auxquels les chancelleries occidentales sont particulièrement sensibles et il me semble quand même que MBS, il a bien compris cela aussi. Et j'en veux pour preuve que l'Arabie Saoudite s'est engagée en 2012 de devenir l'un des pays fondateurs du KCI Dialogue Center, donc qui est maintenant basé à Lisbonne. Donc l'évolution de la Ligue islamique mondiale me semble s'inscrire un peu dans ce mouvement également, dans cette même trajectoire, mais peut-être en instrumentalisant cette lutte pour le pluralisme culturel et religieux à des fins politiques. Donc, on l'a déjà dit, de vouloir combattre l'islam politique, mais aussi de servir quelque part l'autoritarisme de MBS. Donc, je ne sais pas si je suis peut-être un peu trop pessimiste, mais quand je vous ai lu, ça m'a semblé quand même un peu comme un sécularisme de façade ou d'un humanisme de façade. Donc, une volonté de l'Arabie peut-être de contrôler l'espace de sens et de faire justement adhérer les musulmans à leur projet politique. Alors, je voulais juste vous entendre là-dessus. Quel est votre sentiment en tant qu'observateur de la scène saoudienne? Les Saoudiens sont encore à des années-lumière de ce qu'on souhaiterait qu'ils soient. Mais la population saoudienne, la première. En Arabie Saoudite, on ne peut toujours pas construire d'église, par exemple. Mais ça viendra. Et si on le fait trop tôt, ça reviendrait probablement à tout bloquer. Donc là, il faut avoir conscience qu'on est en train de marcher sur des œufs depuis un bout de temps. Et la méthode n'est pas forcément la bonne, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose en cours qu'on doit respecter. De toute façon, ce n'est pas à nous de dicter ce qui se passe là-bas. Donc, on doit simplement essayer d'expliquer qu'il se passe quelque chose qui est à prendre en considération et que, si possible, en tant que bonne politique, là, c'est le diplomate qui parle, on doit favoriser parce que ça correspond à nos valeurs. Et nos valeurs sont partagées. Et ce qui est extraordinaire dans tous les textes que la Ligue islamique mondiale produit maintenant avec ses réunions œcuméniques, c'est que c'est elle qui les produit. Alors, si on voit le contenu, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça ressemble beaucoup à la Déclaration des droits de l'homme, tous les textes onudiens, etc. Mais pourquoi c'est extraordinaire?
Parce que enfin, ce ne sont pas des Occidentaux qui les produisent. Ce sont des musulmans qui eux-mêmes invitent les autres à signer ces textes avec eux. Et là, c'est un changement radical. On est en train de vivre un changement historique, me semble-t-il, au-delà de tout ce qui est Ligue islamique mondiale ou même Arabie saoudite. C'est pas une réconciliation, on en est bien loin, mais tout de même la fin de la rancœur systématique qui a présidé aux relations entre l'Orient et l'Occident et le pseudo-clash des civilisations. Maintenant, on est en train de redécouvrir nos patrimoines communs, de voir que l'islam est une religion occidentale. Parce que depuis longtemps, en fait, Mahomet est européen, pour faire entre guillemets. Donc, on est en train de redécouvrir que l'islam n'est pas si bizarre que ça. L'islam nous appartient à nous aussi. Et il est partie intégrante de notre personnalité passée et donc de notre futur, un futur bien sûr à bâtir en commun avec la bonne volonté, qu'elle soit en Arabie Saoudite ou ailleurs. Merci beaucoup, Louis. Je laisse Nabil peut-être réagir. Donc, comment voyez-vous cette politique internationale de la Ligue islamique mondiale et aussi peut-être le rapprochement idéologique entre le discours politique français sur l'islam et le discours de la Ligue islamique mondiale? Oui, c'est sur ce point moi, que j'aimerais intervenir. Là où je suis d'accord avec Louis Blin, c'est le rôle marginal, effectivement, de la Ligue islamique mondiale au sein de l'islam de France. Les poids lourds de l'islam de France, c'est absolument pas l'Arabie saoudite ou le Qatar, comme certains l'ont dit, mais essentiellement le Maroc, l'Algérie et j'ajouterais également la Turquie, qui sont vraiment les puissances de l'islam qu'on appelle consulaire. Là, maintenant, où moi, je m'interroge sur l'implication récente de Mohamed El Issa sur la question de l'islam de France, particulièrement après le discours des Mureaux, c'est l'utilisation d'un certain nombre de concepts par des acteurs de l'islam mondial qui sont exogènes à la réalité française et qui vont vouloir entrer, excusez-moi l'expression par effraction, dans des situations ou des contextes très sensibles et qui finalement vont apporter davantage de confusion que de clarté. Je m'explique, parce que lorsqu'il est dit que, par exemple, M. Issa, juste après le discours, dans une intervention, le discours de Macron au Mureaux, dans une intervention télévisée, dit qu'il faut respecter la Constitution, évidemment, soit, mais également la culture française, dans un discours, si vous voulez, même s'il n'est pas dit, mais dont on comprend que finalement, un certain nombre d'habits qui ne seraient pas issus de la culture traditionnelle française dérange et donc devrait être mis de côté, là on sent que c'est un discours à la fois quasiment populiste et qui se rapproche un petit peu, c'est quasiment ce que dit Zemmour d'une certaine manière. Alors peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais certaines franges de la droite nationale, voire nationaliste, ont récupéré le discours de l'Issa, de Mohamed El Issa, en disant, vous voyez, vos références théologiques d'Arabie Saoudite, parce que c'est comme ça que c'est compris par l'inconscient collectif français, vont dans le même sens que nous, à savoir que vous avez des habits, alors qu'ils sont totalement légaux. Certes, ce n'est pas le voile à l'école, mais le voile en dehors de l'école est totalement permis, nonobstant un certain nombre de postures de certaines personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il dit islam anti-politique, très bien, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il irait à critiquer, par exemple, la mosquée de Paris, dont on sait que quelques jours ou quelques semaines avant l'élection d'Emmanuel Macron a organisé un meeting à l'intérieur de ses locaux? Vous voyez, de quel islam politique on parle? Est-ce que la dénonciation de Mohamed El Issa, dans son esprit, on a également la dénonciation, par exemple, d'une personnalité invitée dans les plateaux TV, qui est considérée malheureusement par une partie d'opinion comme étant l'un des porte-voix de l'islam français, l'imam Chalgoumi, qui fait de la politique à partir de sa posture d'imam? J'ai pas l'impression. Alors pourtant, on est dans un islam politique, alors qui n'est pas celui auquel on croit d'habitude, mais qui est réellement l'utilisation par un certain nombre d'acteurs et d'entrepreneurs religieux de leur statut d'imam ou de référent, comme la mosquée de Paris, à visée politicienne. Donc là, il faut faire attention quand des personnes étrangères, encore une fois, à la réalité française, viennent, utilisent des concepts et qui apportent encore une fois davantage d'incompréhension ou de confusion
alors qu'on aurait besoin tout simplement d'une posture simple, c'est de dire aux musulmans français de décider tout simplement la réalité de la forme qu'ils souhaitent avoir de l'organisation de leur culte. Je finirai juste en disant, mais est-ce que Mohamed Ennissa pense que cet islam anti-politique qu'il faut rayer de la carte, est-ce qu'il concerne également l'État français? Parce qu'on est d'accord que l'État français s'est éminemment ingéré dans l'organisation du culte musulman. Il ne viendra l'idée de personne à ce que le président de la République décide à la place des citoyens juifs de celui qui va être élu au consistoire ou à la conférence épiscopale de France. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec le Conseil français du culte musulman en 2003, lorsqu'il a été décidé en amont même des élections de qui occupera le poste de président. Donc, vous voyez, les débats, on est peut-être tous d'accord sur le fond, mais quand on rentre dans la réalité, j'ai l'impression qu'il y a une forme de focalisation particulière sur un certain type de mouvement en écartant tous les autres. Et Mohamed Ennissa, dans son implication en France, malheureusement, apporte un peu plus, encore une fois, de confusion que de clarté. Il ne faut pas demander à Raissa plus que ce qu'il peut nous donner. C'est quelqu'un qui connaît très mal la réalité française. Et donc, il faut lui parler. Il faut bien sûr lui expliquer, il a une image qui est tout de même fondée d'une religion musulmane qui, en France, est pleine de problèmes. Tout le monde sait bien que le problème de l'islam en France n'est pas un problème musulman. C'est un problème des non-musulmans. Mais donc lui, il va voir les non-musulmans pour leur expliquer que l'islam n'est pas un problème. Au contraire, c'est une chance pour la France. Alors qui va-t-il voir? Il va voir le grand rabbin, il va voir les évêques, il va voir comment il s'appelle les protestants. Enfin bon, il va voir tout ce qui est responsable religieux. D'autre part, il va voir les autorités qui sont là censées donc régir la laïcité en France. Et donc c'est le président de la République, le ministère de l'Intérieur, avec lesquels jusqu'à présent il n'y a pas eu vraiment de dialogue malheureusement. Il faudrait. Tout cela, c'est pas dans une optique d'ingérence, c'est dans une optique d'appuyer cette insertion de l'islam de France, parce que tout le monde sait bien que si les musulmans de France peuvent se prévaloir d'un islam modéré à la Mecque, eh bien c'est un atout pour eux. Parce que en tout cas, ça ôte un soupçon. Parce que la plupart des gens disent, ah oui, mais vous voyez, ce que c'est que votre islam, c'est du wahhabisme. Ben non, c'est terminé tout cela. Donc, il y a c'est une stratégie politico-religieuse, mais qui vise donc à une intégration sociale et non pas du tout à une intervention ni dans la doctrine, ni dans l'organisation de la religion en France, ni bien sûr dans le fonctionnement de la laïcité. Lui, il a une position pro-laïque de principe, mais évidemment, la laïcité à la française, il aura du mal à la comprendre, moi de même d'ailleurs. Merci beaucoup à vous deux. Je vais prendre maintenant les questions du public et il y en a une de Sylviane Deschamps qui nous dit « Bonsoir, y a-t-il pas une ouverture à deux vitesses entre la jeune génération et les plus âgés ?» Donc peut-être on pourrait revenir un peu sur ce point qui était abordé déjà très brièvement par une question de Nabil, mais Louis, peut-être on pourrait vous entendre encore un peu plus longuement là-dessus. Alors, les chairs du renouveau que je commente sont tous très âgés. Et pourtant, ils expriment des revendications qu'on entend chez les jeunes. Cela prouve qu'en fait, il y a eu une nuit islamiste qui a couvert pendant des décennies une tentative de renouveau. C'est ça qui me donne confiance. C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle mode. C'est depuis longtemps, mais on ne le voit pas.
il y a des forces au sein de l'islam qui sont là pour essayer de militer pour une société séculière, pour que l'islam éclaire le gouvernant et au contraire, ne se contente pas de le contester. C'est facile à dire, évidemment. Quand on a des gouvernants tels qu'on a eu dans le monde arabe, c'est très, très compliqué. Donc, d'ailleurs, le renouveau musulman, entre guillemets, dont je parle, évidemment, ça ne marcherait pas dans des pays complètement ravagés par la guerre civile actuellement. Il y a des conditions nécessaires de paix sociale et tout de même de certains bien-être qui sont réunis dans le Golfe, mais pas ailleurs. Donc, il faut, pour tout cela, être confiant en la capacité des sociétés à sortir de la confrontation générationnelle. Ce qui est extraordinaire dans l'Arabie saoudite actuelle, c'est qu'on arrive dans un conflit de génération totale, hein, comme l'Espagne après Franco, et en même temps, il s'agit d'un conflit pacifique. Les gens, ils ne s'écharpent pas dans la rue. Il n'y a rien de plus agréable que la rue saoudienne parce que les gens affrontent leur habitus, leur modus vivendi, mais de manière calme. Donc là, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, auquel on n'est pas habitué d'ailleurs chez nous, où on a toujours l'habitude des antagonismes parfois artificiels. Il y a un point sur lequel je voudrais également revenir, Louis, c'était une question que j'avais pour vous. C'est qu'en lisant votre ouvrage, on avait quand même un peu l'impression aussi que toute cette politique de réorientation de la Ligue islamique mondiale, ça donnait un peu aussi dans la direction d'une normalisation avec Israël. Et donc, Oui. vous le dites même à un moment donné dans votre livre, à la page 105, vous dites que c'est souvent interprété comme une illustration d'une politique de normalisation, alors que le gouvernement saoudien dit défendre la position officielle que la question palestinienne pour eux c'est quelque part une ligne rouge. Mais tout ce qu'on voit, qu'on peut observer, va plutôt dans le sens inverse. Donc je voulais vous entendre un peu sur ça peut-être. On passe de la surpolitisation à la dépolitisation. Avant, tout était, quant à Robinet Fuyé, c'était l'impérialisme et finalement, c'était la faute aux Israéliens qui martyrisaient les Palestiniens. C'était vrai sur le fond, mais ça ne se réduisait pas à ça. Maintenant, on a au contraire, peut-être c'est le balancier, des gens qui vous disent, mais ça nous a tout pourri cette politique, passons à autre chose. Et donc, oublions. C'est facile d'oublier le problème palestinien quand on n'est pas palestinien. Donc, évidemment, la question de la modernité, puisque c'est ça qui est posé par tout ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire être musulman et moderne, c'est ça qu'il faut, c'est le problème à résoudre. Ça dépasse le problème palestinien. Mais il n'empêche que le problème palestinien en fait partie. Donc, il est compliqué de concilier les deux. Pour le moment, dans les mentalités, dans les pays du Golfe, les Palestiniens sont sur le côté. Et c'est un fait. Hein, alors qu'avant, c'était central dans tout ce qui se passait. Maintenant, là, c'est tout à fait mis de côté. Ça ne veut pas dire que ce soit oublié. Il y a également une question de Sofia Tsetjoeva. Je suis désolée si j'ai mal prononcé le nom. Donc, il nous dit bonsoir. Qu'est-ce que vous entendez par islam est une chance, Monsieur Blin? Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, s'il vous plaît? L'islam a toujours été une chance depuis, en gros, la découverte de la civilisation musulmane par la Renaissance européenne. Donc, c'était l'islam avec un grand I, c'est-à-dire la civilisation islamique. La religion, ensuite, musulmane, a irrigué notre diversité et
des écrivains aussi centraux que Victor Hugo et Alexandre Dumas étaient des admirateurs du prophète et du message de l'islam. C'est pas par hasard. Et cela a nourri leurs propres œuvres. On l'a oublié. Maintenant, on a tendance à non seulement faire de l'islam, mais des religions en général un problème. Non, au contraire, c'est nous qui les voyons comme des problèmes, mais la plupart des musulmans français voient au contraire que c'est un atout, parce que c'est un équilibre d'être profondément religieux. Si on perd cela, on a tendance à perdre la boule. C'est comme ça, en tout cas, que la plupart des musulmans voient leur insertion dans la société. Il y a actuellement un bouleversement anthropologique qui mène donc à cette sécularisation dans le monde arabe. Il ne faut pas en déduire que ça mène à la disparition de la religion. Bien au contraire, c'est la transformation du religieux. Merci beaucoup. Je vois que Sari Hanafi est avec nous et il lève la main. Je lui demande de bien vouloir formuler la question dans le Q&A. En attendant, Sari, que vous posiez votre question, je vais laisser peut-être la parole une dernière fois à Nabil et à Louis pour formuler peut-être un petit mot de la fin. Et si entre-temps, Sari a envoyé sa question, on pourrait peut-être encore la prendre. Merci. Donc, je ne sais pas qui voudra commencer. Nabil, peut-être Moi, ça va être plutôt rapide. Je tiens encore à remercier le Carrep pour cette précieuse soirée de réflexion autour d'un sujet très important. Et Louis Blin, effectivement, pour sa contribution utile sur une structure dont on connaît pas beaucoup de choses, et qui aujourd'hui, encore une fois, fait l'objet beaucoup de fantasmes et d'incompréhension, et qui apporte, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de lectures, qui apporte une vraie plus-value à la connaissance d'un élément central du soft power religieux saoudien, qui hier, effectivement, était wahhabisé à outrance et qui aujourd'hui a changé de posture, avec effectivement un certain nombre de limites qu'on a pu envisager tout à l'heure dans le cadre d'un débat serein et auquel je remercie encore une fois et le Carrep et M. Blin d'avoir participé et de m'avoir invité, évidemment. Merci beaucoup, Nabil. Louis. Merci bien sûr, Nabil, c'est très gentil d'avoir accepté de seconder dans cet exposé qui, je crois, doit servir notamment aux étudiants qui nous ont entendus, parce que on a beaucoup soulevé de questions et c'est ça qui importe. La Ligue ou l'Arabie saoudite actuelle ne sont pas là pour donner des réponses à toutes nos questions, mais par contre, pour renouveler la façon dont on voit les choses. Et on peut enfin être optimiste parce qu'il y a un renouveau très fragile, mais quelque chose qui est enfin un renouveau musulman. Et c'est ça qui est nouveau. Enfin, on a quelque chose qui nous oriente vers un peu d'optimisme. Eh bien, sachons l'analyser, sachons chacun de notre côté lui laisser sa chance et le critiquer de manière constructive, ne pas le dénigrer parce qu'il vient d'un pays que nous considérons comme contraire à nos valeurs. Non, les jeux sont ouverts. Merci beaucoup à vous deux, effectivement, pour le débat serein qu'on a pu avoir sur le sujet qui, comme je le disais en introduction, est un sujet sur lequel on peut effectivement débattre. C'est très complexe et d'ailleurs, c'est aussi ce que Sari vient nous dire. Sa question qu'il avait à vous adresser était une question complexe, donc il va vous la faire parvenir en privé après ce débat. Donc, je vous remercie encore très chaleureusement à tous les deux d'avoir joué le jeu jusqu'à la fin et de nous avoir éclairé chacun à sa manière sur les enjeux qui entourent donc cette Ligue islamique mondiale, mais aussi la question du renouveau musulman qui reste tout à fait entière. Je rappelle, le titre de l'ouvrage de Louis Blin porte bien sûr un point d'interrogation,
Donc, un questionnement qui reste ouvert et sur lequel on peut effectivement continuer à réfléchir ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont suivis pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui veulent ce jeudi 27 octobre pour une journée d'études sur le racisme anti-noir en Tunisie, une journée d'études que le Carré de Paris organise en partenariat avec la Fondation Frantz Fanon et l'IRMC à Tunis. Et sinon, mardi 8 novembre, pour une conférence sur le livre noir de la Syrie, en présence avec Catherine Cocchio, Joël Ubrecht et Farouk Mardambe. Merci beaucoup à tout le monde et très bonne soirée à vous. Allez, au revoir, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao.